Depuis les derniers jours, il est impossible de passer sous silence les manifestations monstres qui assaillent la plupart des grandes villes d'Occident. Provoquées par la mort de George Floyd, un Afro-Américain tué par un policier blanc, des milliers et des milliers de personnes ont décidé de se mobiliser pour critiquer le racisme systémique aux États-Unis, mais pour aussi remettre plus largement en cause le problème des inégalités raciales et sociales dans la plupart des sociétés occidentales. Le mouvement Black Lives Matter s'inscrit donc aujourd'hui comme une forme de résistance politique contre les sociétés traversées par les inégalités sociales et économiques qui sont, aux États-Unis, largement expérimentées par la communauté afro-américaine. Et tout comme ces mouvements de protestation populaire, le philosophe dont on va parler aujourd'hui posera un verdict capital. Il nous dira la philosophie jusqu'ici s'est contentée d'interpréter le monde, or maintenant, elle se doit de le transformer. Donc la philosophie ne doit désormais plus se contenter d'essayer de comprendre l'univers dans lequel on vit, elle doit chercher aussi à le transformer radicalement. Ce sera donc la thèse fondamentale que Karl Marx essaiera de nous exposer aujourd'hui dans sa philosophie. Ah! Mais tiens donc! On dirait Monsieur Ketchup! Bonjour Monsieur Ketchup! Hasta la révolution! Mort aux exploiteurs! Ben voyons Monsieur Ketchup! Qu'est-ce qui se passe? Il est fini le temps de l'exploitation, le temps où j'étais qu'une bouteille de ketchup pouvant satisfaire vos moindres besoins. Je suis une bouteille libre. Et vous pouvez désormais m'appeler par mon nouveau nom, Tomato Marx. Ok, le Tomato Marx, choquez-vous pas là, on comprend. Bon cours tout le monde. Bonjour tout le monde, bienvenue déjà à cet avant-dernier cours théorique de la session. Ça va malheureusement beaucoup trop vite, alors sachons en profiter pleinement. Aujourd'hui, on va avoir un cours haut en couleur et surtout extrêmement pertinent avec l'actualité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Les événements qui se déroulent actuellement aux États-Unis et partout dans le monde font d'ailleurs énormément écho à notre question en philo 2. Qu'est-ce qu'un être humain? Effectivement, notre question se pose avec d'autant plus d'urgence dans le contexte actuel parce que lorsque vient le temps de déterminer qu'est-ce qu'un véritable être humain, qu'est-ce qu'un véritable citoyen, qu'est-ce qu'une personne qui est digne d'être traitée moralement, ben on peut pas passer à côté des enjeux raciaux et des enjeux socio-économiques. Parce qu'il semble y avoir des individus dans nos sociétés qui semblent avoir moins de dignité morale que d'autres. Certains individus peuvent être justement l'objet d'oppression, de discrimination, alors que d'autres semblent être à l'abri de ces discriminations-là. Or, les mouvements populaires que l'on voit aujourd'hui se soulèvent précisément contre cette réalité-là. Comment redonner son droit à l'existence à une humanité qui a été pendant des siècles discriminée et opprimée? C'est là tout l'enjeu des mouvements sociaux actuels. Jusqu'ici dans le cours, nous avons vu essentiellement des auteurs qui nous disaient que le trait distinctif fondamental de notre humanité était à trouver dans notre nature. Nous serions donc des êtres qui se caractériseraient de par une propriété dont ils bénéficieraient dès la naissance. Chez Descartes, nous étions des êtres dotés de rationalité, ce qui faisait de nous des êtres humains. Chez Nietzsche, c'était la volonté de puissance qui s'incarnait dans notre corps, qui nous donnait ce caractère spécifiquement humain. Et ensuite, pour Freud, c'était ces fameuses pulsions inconscientes qui habitent notre corps et qui nous contrôlaient à notre insu, qui feraient de nous des êtres fondamentalement humains. Mais d'ailleurs, très peu de ces auteurs-là ont considéré à sa juste valeur l'influence que peut avoir la société ou la culture dans laquelle on vit lorsque vient le temps de déterminer qu'est-ce qui est humain et qu'est-ce qui ne l'est pas.
Or, l'auteur dont on va parler aujourd'hui va justement chercher à rétablir un peu les pendules à l'heure. C'est-à-dire que selon lui, nous avons oublié l'influence capitale que peut jouer la société sur nous. Il nous dira donc que nous sommes d'abord et avant tout des êtres de culture plutôt que des êtres de nature. Il est impossible de penser l'être humain tel qu'on le perçoit aujourd'hui sans essayer de comprendre les structures sociales dans lesquelles il vit actuellement. Cet auteur-là nous permettra aussi d'arborer une nouvelle perspective sur le fameux débat entre liberté et déterminisme. Parce que pour le philosophe d'aujourd'hui, nous sommes essentiellement déterminés par la société dans laquelle on vit, mais il semble être possible quand même de ménager un certain espace pour la manifestation de ce qu'on appelle la liberté. Mais là, comment on fait pour concilier déterminisme et liberté? Ben, c'est ce qu'on va voir dans un instant avec le philosophe d'aujourd'hui, Karl Marx. Mais qui est-il exactement ce bon vieux Carlitou? Marx est né à Trèves, en Allemagne, en 1818 et mourra à Londres en 1883. Le père de Marx est avocat. C'est d'ailleurs ce qui expliquera pourquoi Karl Marx s'engagera dans des études de droit lorsqu'il arrivera à l'université. Karl se fera toutefois une réputation d'étudiant pour le moins turbulent. Effectivement, on va l'arrêter très souvent pour tapage nocturne et ivresse. Karl, il aime ça le party. Hé, je suis chaud en tabarnak! Cependant, Marx va se détourner de ses études en droit et va plutôt se réorienter en philosophie. Il va d'ailleurs recevoir son doctorat en philosophie à l'âge de 23 ans. Au départ, Karl Marx se destinait pour une carrière en enseignement, mais malheureusement, ce plan de carrière-là va tomber à l'eau, notamment à cause du gouvernement prussien en place. C'est pourquoi notre bon vieux Karl va donc plutôt se réorienter, faire une carrière dans le journalisme. Il faut comprendre que Marx fait partie d'un groupe d'intellectuels qu'on appelle les jeunes hegeliens. Ces jeunes hegeliens sont en fait des étudiants de l'illustre philosophe de l'époque, Friedrich Hegel. Et que vont-ils faire exactement? En fait, ils vont tirer des interprétations athées et révolutionnaires de la philosophie hegelienne. Autrement dit, des interprétations qui viseraient la transformation radicale du monde et de la société dans laquelle les individus vivent. C'est pourquoi la philosophie de Karl Marx, de même que sa carrière en journalisme, sont indissociables de sa pratique, sa praxis politique. Marx n'est pas l'un des philosophes les plus éminents du 19e siècle pour rien. C'est qu'il n'est justement pas juste un intellectuel, c'est aussi un homme d'action et un militant. Il ne cherche donc pas simplement à comprendre, analyser et interpréter le monde dans lequel il vit, il cherche aussi à le transformer radicalement. La philosophie n'est donc pas que théorie, elle est aussi praxis, action concrète sur le monde. Karl Marx sera d'ailleurs le créateur de ce qu'on appelle aujourd'hui le communisme. Et l'importance de ce personnage-là qu'est Karl Marx est d'autant plus évidente si on constate qu'aujourd'hui, sa philosophie, ses idées sont étudiées dans une panoplie de disciplines universitaires, autant la sociologie, l'économie, l'anthropologie que la philosophie. Bref, Karl Marx est une référence majeure dans tout le domaine des sciences humaines. Il est bon dans tout, Karl Marx! C'est comme un peu le Grégory Charles de la philosophie. Et dès lors, comme Karl Marx cherche à transformer radicalement la société dans laquelle il vit, il faut comprendre que le contexte historique dans lequel il apparaît revêt une importance capitale pour nous aujourd'hui. Essayons effectivement de comprendre un peu mieux le contexte historique du 19e siècle. Ce fameux 19e siècle marque effectivement l'avènement d'un événement majeur dans l'histoire, la révolution industrielle. C'est quoi exactement la révolution industrielle? Voyons donc! Vous avez vu ça au secondaire? Vous le savez c'est quoi la révolution industrielle, calice? La révolution industrielle, c'est ce fameux moment où l'on passe d'une société à dominante agraire et artisanale à une société commerciale et industrielle. C'est donc une révolution qui est favorisée, entre autres, par l'avènement de la machine à vapeur et aussi le développement du réseau ferroviaire. Donc, en d'autres termes, le 19e siècle est ce moment de l'histoire où les gens quittent de plus en plus les campagnes pour venir s'établir en ville et travailler
dans les usines. On quitte donc les villages où autrefois les gens vivaient essentiellement de production agricole et artisanale pour aller s'établir dans les grandes cités, dans les grandes villes, les grands centres urbains, pour aller travailler dans des usines où est-ce qu'évidemment la production, elle est mécanisée, industrialisée. Pourquoi les gens quittent en masse les régions rurales à l'époque pour aller travailler en ville? Ben, c'est que les industriels vont faire miroiter la possibilité d'une meilleure vie en venant travailler dans leurs usines. On leur promet des meilleures conditions de vie, des meilleures conditions de travail et donc une vie généralement plus prospère s'ils viennent travailler dans les usines. Le problème, c'est que les gens entendent le message et tout le monde au 19e siècle va littéralement se garrocher dans les villes. Tout le monde va se rassembler dans ces villes-là pour aller travailler dans les usines. Sauf que ça va créer des problèmes, ça va créer des situations extrêmement problématiques. Effectivement, le rêve de cette vie plus prospère et meilleure s'effondre très rapidement parce qu'on se rend compte au 19e siècle que les conditions de travail des ouvriers dans les usines se détériorent radicalement. D'abord, on travaille de 14 à 16 heures par jour, sans congé, même pas le dimanche, même pas durant le jour du Seigneur. Aucun congé! Fait que tu sais, passer 3-4 heures par jour sur son cours de philo, c'est pas si pire finalement. Ajoutons en plus à cela que les salaires sont extrêmement bas. Pourquoi? Parce qu'étant donné que tous les gens se sont garrochés dans les villes au même moment, ben ça fait en sorte que les emplois ont été comblés très rapidement et donc le chômage a augmenté très rapidement. Il n'y avait pas d'emploi pour tout le monde. Ce qui fait en sorte que les salaires sont extrêmement bas parce que les industriels savent pertinemment qu'ils peuvent remplacer n'importe quelle main-d'œuvre très aisément. Pour vous donner un exemple, un journalier qui travaille dans une usine à Montréal au 19e siècle gagne entre 6 à 9 dollars par semaine. On est-tu bien à 15 piastres de l'heure? Ah oui, monsieur. Et évidemment, comme les salaires sont très bas, ben, le niveau de vie des ouvriers est aussi très bas. Ils sont d'ailleurs obligés de littéralement s'entasser plusieurs dans des taudis étant donné que le prix des logements est trop élevé. Ils peuvent se retrouver jusqu'à 26 dans un appartement 4,5. Fait que tu sais, quand tu te réveilles le matin, t'as envie de prendre ton café puis tu vois Gérard à côté de toi qui est en train de se raser à la poche. Ben, ça ressemblait probablement à ça au 19e siècle. Mais mieux encore, étant donné que le coût de la vie est si cher et que les salaires sont si bas, ben qu'est-ce qu'on va faire dans les familles pour régler le problème? Ben on va simplement envoyer les enfants au travail. Ben oui! Il faut comprendre qu'à l'époque, il n'y a pas de réglementation en matière de travail, ce qui fait que les enfants de 5 ans peuvent déjà aller travailler dans les usines. On se sert d'ailleurs de ces enfants-là pour quelque chose de bien particulier. On s'en sert effectivement pour aller réparer les pièces dans les grandes machineries qui seraient brisées. Étant donné que les enfants sont tout petits, ben ils peuvent se glisser entre les rouages et les mécanismes de la machine. Et vous comprenez bien que c'est évidemment une job extrêmement dangereuse et c'est donc pas pour rien que le 19e siècle va connaître un des taux de mortalité infantile les plus élevés dans l'histoire. Rajoutez à cela que les ouvriers sur leur lieu de travail sont battus, fouettés, emprisonnés et doivent même payer des amendes lorsqu'ils ratent une pièce en manufacture. Bref, c'est pas le meilleur des mondes possible, ça! Est-ce que la société industrielle n'a pas réalisé le paradis sur Terre? Eh ben, fuck no, va nous dire Karl Marx. Il va de soi de dire que les conditions de travail des ouvriers au 19e siècle sont absolument épouvantables. Et pour Karl Marx, c'est là la preuve indubitable que le libéralisme économique et plus largement le capitalisme a échoué. En effet, le libéralisme économique, c'est-à-dire l'idéologie selon laquelle la propriété privée, c'est un droit fondamental en société, a fait croire aux ouvriers qu'en allant travailler dans des usines pour un patron, ils allaient améliorer leur sort, qu'ils allaient donc vivre une meilleure vie et être davantage libres. Mais pour Marx, cette promesse de liberté et d'une vie plus prospère est sans aucun doute un échec. Et si cet échec se produit, ce n'est pas pour rien, c'est pas par erreur, mais c'est plutôt à cause du mode de fonctionnement interne même du système économique et de la société en général dans lequel les individus sont inscrits.
Qu'est-ce que le libéralisme exactement? Eh bien, le libéralisme, c'est grosso modo une idéologie qui pose au cœur même de la condition humaine un droit fondamental, celui de la liberté. En vertu de cette idéologie-là, les individus seraient donc fondamentalement libres. Ils auraient donc toute la possibilité de déterminer leur vie comme ils l'entendent, de faire ce qu'ils veulent avec leur corps. Ils auraient aussi donc la possibilité de mener la vie qu'ils entendent, mais ils auraient aussi la liberté, donc la possibilité d'être propriétaires non seulement de leur corps, mais du fruit de leur travail. Donc, ils seraient libres de jouir, comme ils l'entendent, de ce dont ils possèdent. En effet, selon Karl Marx, le problème du libéralisme économique, c'est qu'en nous promettant la liberté, il confond en fait deux types de liberté. La liberté formelle et la liberté réelle. Ainsi, quand la Charte des droits et libertés vous dit « vous avez le droit à la vie, vous avez le droit à la liberté d'expression, vous avez le droit à la propriété », ben, ce qu'on vous dit dans le fond, c'est que vous avez la possibilité de vous exprimer comme vous l'entendez, vous avez la possibilité de devenir propriétaire et vous avez la possibilité de mener votre vie comme vous l'entendez. Mais tout le problème est là selon Karl Marx, parce que cette liberté formelle-là ne nous propose qu'une possibilité de faire telle ou telle chose et non pas un pouvoir réel de les réaliser. C'est donc pourquoi Marx opposera à la liberté formelle la liberté réelle, c'est-à-dire le pouvoir de faire telle ou telle chose, la capacité concrète d'exercer ces fameux droits et libertés-là. Par conséquent, on comprend donc que le libéralisme économique, tout ce qu'il nous propose, c'est une liberté formelle, c'est une possibilité de faire telle ou telle chose et non pas une liberté réelle, c'est-à-dire le pouvoir concret, réel de déterminer sa propre vie. Par exemple, dans nos sociétés actuellement, vous avez le droit à l'éducation. Le droit à l'éducation, c'est une liberté formelle, c'est une possibilité que vous avez. Vous pouvez vous éduquer si vous le voulez. Cependant, ce n'est pas une liberté réelle, nous dira Marx. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas suffisamment d'argent pour aller étudier dans le domaine que vous voulez et payer vos frais de scolarité, est-ce que vous êtes vraiment libre de vous éduquer? Si vous devez travailler 40 heures semaine pour payer ces fameux droits de scolarité-là au détriment de vos études, est-ce que vous êtes vraiment libre de vous éduquer? Ben Marx dira non. Ce n'est qu'une liberté formelle et non pas une liberté réelle, c'est-à-dire un pouvoir de déterminer votre vie réellement. On pourrait dire exactement la même chose si, par exemple, on pense aux soins de santé aux États-Unis. La Constitution américaine stipule que vous avez le droit à la vie. Cependant, si vous n'avez pas les moyens, si vous n'avez pas l'argent suffisant pour vous payer une assurance médicaments privée, vous ne pouvez pas évidemment être soigné et donc, est-ce que vous pouvez vraiment faire valoir votre droit à la vie? Ben, encore une fois, Karl Marx répond non. Vous avez la possibilité de faire telle ou telle chose, c'est une liberté formelle, mais vous n'avez pas la liberté réelle, c'est-à-dire la capacité, le pouvoir concret d'exercer véritablement cette liberté-là. Pourquoi? Parce que vous ne disposez pas des moyens de les exercer, c'est-à-dire l'argent, le capital. Un autre exemple, un ouvrier d'usine de 50 ans qui n'a pas de qualification mais qui travaille dans une entreprise depuis des décennies. Lorsque l'usine ferme ses portes et que l'individu en question se retrouve à la rue sans emploi et qu'il est incapable de trouver un autre poste ailleurs, est-ce qu'il est vraiment libre? Même s'il n'y a pas de loi qui l'empêche de se déplacer d'une région du monde à une autre, est-ce qu'il est vraiment libre? Ben, on pourrait se dire que non, parce que tant et aussi longtemps qu'il n'a pas les moyens d'exercer cette liberté-là, c'est-à-dire les moyens financiers de se trouver un autre emploi, de déménager ou d'aller s'éduquer pour se recycler dans un autre domaine, ben, il n'est pas véritablement libre. Il a une liberté formelle, la possibilité de faire telle ou telle chose, mais pas les moyens, la liberté réelle d'exercer et de déterminer sa propre vie. Et tout le problème est là selon Marx. Dès lors, tout le
problème du libéralisme économique selon Karl Marx, on le comprend. Le libéralisme ne nous garantit qu'une liberté formelle, mais pas une liberté réelle, le pouvoir de véritablement déterminer sa vie. Donc, toute la philosophie de Karl Marx cherchera donc justement à essayer d'établir les conditions de réalisation d'une liberté réelle, c'est-à-dire d'une société dans laquelle les individus non seulement ont la possibilité de faire telle ou telle chose, mais ont aussi les moyens matériels concrets de réaliser cette liberté-là. C'est ce qui nous amène donc à parler de l'anthropologie philosophique de Karl Marx, c'est-à-dire sa définition, sa conception de qu'est-ce qu'un être humain. Or, Marx est, contrairement à Platon ou à Descartes, un philosophe qui va essayer non pas de définir l'être humain à partir de concepts abstraits comme la raison ou les idées, mais plutôt à partir des conditions réelles d'existence dans lesquelles ces individus humains-là existent véritablement. Autrement dit, regardons comment les êtres humains agissent concrètement sur le terrain et comment ils organisent leur activité lorsqu'ils vivent en société avec les autres. Et c'est ce qui amène Marx à définir l'être humain d'abord et avant tout comme un être de travail. En effet, pour Marx, l'être humain, c'est un ensemble de potentialités naturelles que la société va soit inhiber ou actualiser. What the fuck? Ce que ça veut dire, c'est que selon la vision marxienne de l'être humain, nous sommes des individus qui avons des habiletés particulières, des aptitudes, des compétences que l'on peut ou non actualiser, c'est-à-dire réaliser, favoriser, développer, selon le contexte social dans lequel on est. Ainsi, pour Marx, on est tous avec des talents naturels que l'on va favoriser, développer ou non, selon le type de société dans lequel on est inscrit. Par exemple, moi, je suis né avec beaucoup d'aptitudes en matière musicale. C'est-à-dire que je suis un bon musicien. J'ai l'oreille très musicale, j'ai le sens du rythme, j'ai une capacité de créer. Je serais jamais capable de devenir un bon musicien, selon Marx, si je ne pratiquais pas la musique. Donc, si je m'exerçais pas, je ne serais pas en mesure, justement, de réaliser ce potentiel musical, créatif-là que j'ai en dedans de moi. Donc, il faut que je me retrouve dans des conditions qui me permettent de développer ce talent, cette compétence-là dans la société. C'est donc la même chose avec tous les autres types de potentialités naturelles que vous pouvez avoir. Si vous êtes très très bon avec les chiffres, vous seriez probablement très bon en mathématiques. Mais si vous ne pratiquez pas les mathématiques, vous ne deviendrez jamais un bon mathématicien. Donc, il faut que vous soyez dans une société où est-ce que vous pouvez vous éduquer, puis justement, exercer vos mathématiques pour devenir meilleur. Vous avez peut-être aussi beaucoup d'habiletés sportives, peut-être que vous êtes un grand sportif, mais si vous ne pratiquez pas votre sport, vous ne serez jamais un bon sportif. Vous devez donc l'exercer, ce sport-là, et pour pouvoir l'exercer, vous avez besoin des conditions sociales qui vont pouvoir vous permettre de l'exercer. Si vous êtes fucking bon au football, mais qu'il n'y a pas d'équipe de football au cégep où vous allez, ça se pourrait que vous ne deveniez jamais un bon joueur de football. Tout ça nous montre donc, selon Marx, que l'être humain est d'abord et avant tout un être de travail. C'est-à-dire que selon lui, qu'est-ce qui distingue l'être humain des animaux non humains? C'est que les individus humains donnent un sens à leur vie par le travail, c'est-à-dire en s'exerçant dans des tâches dans lesquelles ils peuvent mettre à contribution leur potentialité naturelle. On donne donc un sens à notre existence en mettant en œuvre nos capacités physiques et intellectuelles naturelles, selon Marx. C'est ce qu'on appelle le travail. Il faut vraiment faire attention ici au concept de travail dans la philosophie marxienne. Pour Marx, le travail, c'est pas d'aller bosser de 9 à 5 dans une job que vous détestez pour être payé un salaire de misère. Non, au contraire, le travail, c'est quelque chose de valorisant. C'est des activités dans lesquelles vous allez réaliser l'ensemble de vos potentialités naturelles. Et c'est comme ça que vous donnez un sens à votre vie. Ainsi, c'est en produisant, c'est-à-dire en transformant le monde, en s'engageant dans des activités dans lesquelles on va mettre à profit nos habiletés
naturelle qu'on va pouvoir donner un sens à notre vie et réaliser notre humanité. Le travail, c'est donc ce qui nous confère un caractère proprement humain. Puis l'analyse de Marx est très près de la réalité quand on y pense. Parce que dans le fond, ce qu'on aime faire dans la vie, c'est généralement des choses dans lesquelles on trouve qu'on a du talent, des choses dans lesquelles on est bon, justement. Puis c'est justement ça que Marx nous dit. On donne un sens à notre vie en pratiquant les choses dans lesquelles on est bon, les choses dans lesquelles on a des aptitudes puis des intérêts naturels. Et ces activités-là par lesquelles l'être humain va transformer la nature, c'est-à-dire donner un sens à sa vie, réaliser ses potentialités naturelles, ben Marx va tout simplement appeler ça la praxis, une activité de transformation du monde. La praxis devient donc un autre terme que Marx va utiliser pour parler de travail. Mais il y a une autre caractéristique fondamentale de l'être humain selon Marx et une caractéristique sur laquelle les autres philosophes qu'on a vus dans le cours jusqu'ici n'avaient pas véritablement mis en valeur. Cette caractéristique-là, c'est quoi? La sociabilité. En effet, l'être humain pour Marx est un être de travail, mais il est aussi surtout un animal social. En effet, pour Marx, exister en tant qu'être humain, c'est surtout exister avec les autres, c'est interagir avec les autres. Et la manière dont on organise la production en société ou la manière dont on transmet les connaissances nous montre véritablement que nous sommes des animaux sociaux. Nous avons besoin les uns et les autres. C'est comme ça que nous vivons, que nous assurons notre survie. Et les autres sont donc nécessaires à la réalisation de ma propre existence. Et ce caractère fondamentalement social-là de l'humain, il se manifeste très concrètement dans le travail, justement. Comme on le disait tout à l'heure, nous avons toutes et tous des potentialités naturelles qu'on va chercher à développer et actualiser. Cependant, il y a des gens qui ont des capacités, des potentialités que nous, on n'a pas. Et en ce sens-là, nos capacités, comme les leurs, sont complémentaires. C'est-à-dire que chacun a des potentialités qui peuvent venir en aide à un autre et vice-versa. Par exemple, peut-être que moi, je suis extrêmement bon pour pêcher. Je serais un très bon pêcheur et dès lors, je peux facilement amener de la nourriture dans ma cité. Mais inversement, je suis peut-être un très mauvais architecte. Ce qui veut dire que j'ai besoin d'aide pour qu'on construise une maison. Fait que c'est pour ça que ça se pourrait que j'aille voir justement une personne qui soit très bonne pour construire des maisons et en échange de mes poissons, je puisse finalement obtenir finalement de l'aide pour construire ma maison. Je pourrais donc très bien aller voir le rapper Cheap et lui offrir du poisson en échange d'une maison. Tu es malade! Pas capable de faire ça, ouais, câlisse! Mais anyway, on comprend le principe. C'est-à-dire que toutes les sociétés sont fondées sur cette coopération-là, cette espèce d'échange de services-là. Et c'est ce qui fait, selon Marx, qu'on est des êtres fondamentalement sociaux. Nous nous réalisons tous par certains types de travaux et ces travaux-là sont complémentaires. C'est comme ça que l'on coopère entre individus, que l'on assure notre survie. Sans les autres, nécessairement, on ne peut pas exister en tant qu'être humain. Nos potentialités naturelles sont complémentaires. En bref, mon travail permet de combler le besoin d'un autre et le travail de quelqu'un d'autre me permet de combler mon propre besoin. Cette vision-là de l'être humain comme être de travail et être social, ça nous amène donc à poser un autre problème sur lequel va s'interroger Marx. Si nous nous réalisons par le travail, comment est-ce qu'on peut expliquer exactement que les sociétés changent, que les sociétés prennent différentes formes, que leur structure, c'est-à-dire la manière dont elles sont organisées, ça puisse varier dans l'histoire et dans le temps? Eh bien, pour expliquer comment se transforment, comment évoluent, comment changent les sociétés dans l'histoire, Marx va mettre de l'avant une théorie, celle du matérialisme historique. Cette appellation-là de matérialisme historique, ce n'est pas une appellation, un terme qui sort de la bouche de Marx lui-même, mais c'est plutôt un terme que les commentateurs qui vont venir après Marx vont lui attribuer. Contrairement à l'idéalisme, ce ne seraient donc pas les idées qui mèneraient le monde, mais toutes les idées ne seraient finalement que le résultat d'une certaine activité de la matière, donc de choses concrètes qui existent dans le monde.
Et lorsqu'on parle de matérialisme historique dans le cas de Marx, c'est un terme pour dire que selon Marx, les événements dans l'histoire ne sont pas déterminés par les idées des êtres humains, mais plutôt par des rapports sociaux et plus spécifiquement des rapports entre l'infrastructure économique et la superstructure idéologique d'une société. En effet, pour Marx, pour comprendre pourquoi et comment les sociétés changent dans l'histoire, il faut d'abord observer quelles sont les structures sur lesquelles se fonde une société. Et pour Marx, il y a toujours deux structures dans tout type de société. On a d'un côté l'infrastructure économique et de l'autre la superstructure idéologique. L'infrastructure économique d'une société, c'est le terme que Marx utilise pour parler de l'ensemble des activités économiques qui existent dans une société. Cette infrastructure économique contient deux choses. D'abord, les forces productives, c'est-à-dire la main-d'œuvre, les matières premières, le savoir scientifique, le développement de la technique à un certain moment de l'histoire, mais aussi les rapports de production, c'est-à-dire les relations que les individus vont tisser à l'intérieur même des activités économiques. On parle donc ici des relations de travail entre les individus, aussi des types de propriétés, des modes de redistribution de la richesse, des classes sociales, etc. Bref, retenons que l'infrastructure désigne l'ensemble de la vie économique d'une société. Au-dessus de l'infrastructure économique se trouve ce que Marx appelle la superstructure de la société. La superstructure, c'est quoi? C'est en fait la culture dans une société donnée. Cette superstructure culturelle contient deux volets selon Marx. D'un côté, un volet idéologique, c'est-à-dire l'ensemble des idées dominantes dans une société, les représentations dominantes, la religion, le type de morale en vogue dans cette société-là, l'éducation, etc. Et aussi un volet juridico-politique, c'est-à-dire les lois, les normes, le droit, le mode de gouvernement, le type de gouvernement, etc. Or, si vous regardez attentivement le schéma sur votre diapositive du cours, vous allez remarquer qu'il y a une flèche qui part de l'infrastructure économique située au bas et qui se rend jusqu'à la superstructure culturelle située en haut. Ce schéma-là illustre donc la thèse de Marx, c'est-à-dire que selon lui, c'est toujours l'infrastructure économique d'une société qui va déterminer la culture en place dans cette société donnée-là. Autrement dit, la manière dont on organise les activités économiques dans une société va modeler, influencer le type de culture qui va exister dans cette société-là. L'infrastructure économique détermine donc la superstructure culturelle. Si on prend par exemple le Moyen Âge, qui étaient les propriétaires des terres, donc des moyens de production économique au Moyen Âge? C'était les seigneurs. C'était eux qui possédaient les terres, les moyens de production. Or, lorsqu'on regarde ensuite, qui est-ce qui était exactement à la tête des gouvernements au Moyen Âge? On se rend compte que c'était les seigneurs qui s'organisaient et qui déterminaient les lois. Donc, toutes les lois qu'il y avait en place allaient dans le sens des intérêts des seigneurs. Donc, la superstructure culturelle, c'est-à-dire l'idéologie dominante en place, était toujours au service des seigneurs qui possédaient les moyens de production, donc qui contrôlaient l'économie. Donc, ceux qui contrôlent les activités économiques sont généralement ceux qui vont avoir aussi le contrôle sur la culture dominante, c'est-à-dire sur le type de gouvernement en place et le type de politique qu'on va instaurer dans cette société donnée-là. Aujourd'hui, on vit dans une société capitaliste, un régime économique où les modes de production sont propriété privée. On va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Chose certaine, dans la société capitaliste telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui sont ceux qui contrôlent les activités économiques, l'infrastructure économique, ce sont ce que Marx va appeler les bourgeois. Or, si on regarde aujourd'hui, qui sont ceux qui sont généralement à la tête des gouvernements? Ce sont généralement des entrepreneurs. C'est des gens qui ont été dans des business. Ce sont des gens qui ont donc été des propriétaires, donc qui contrôlent l'économie et qui vont donc voter des lois
qui sont en faveur des gens qui contrôlent l'économie. D'ailleurs, c'est tout à fait vraisemblable ce que Marx dit, parce que lorsqu'on regarde qui est notre premier ministre au Québec actuellement, c'est François Legault. Et François Legault, c'est qui? Ben, c'est l'ancien PDG d'Air Transat, une compagnie d'aviation. Il a été propriétaire d'une grande multinationale. Il est aujourd'hui premier ministre. Il va donc voter des lois qui vont aller dans le sens de ceux qui déterminent, contrôlent les activités économiques. Donc, l'hypothèse de Marx est quand même simple. Ceux qui contrôlent l'économie vont nécessairement avoir une emprise sur le type de gouvernement et le type de politique que la société va mettre en place pour les individus qui y habitent. C'est donc ceux aussi qui vont modifier, déterminer la culture qui va être dominante et qui va aussi perler sur les individus dans cette société donnée-là. Donc, dès lors que l'on contrôle les moyens de production, dès lors que l'on contrôle les activités économiques, Marx nous dit que ce sont ces gens-là, ce sont eux qui vont nécessairement déterminer la superstructure culturelle. La culture dominante est toujours au service du système économique dominant, celui qui est en place. Et on peut même analyser ça d'un point de vue tout à fait individuel, c'est-à-dire qu'on peut voir des différences entre les individus, entre leurs idées, leur culture, leur manière de penser, leur manière de voir le monde, selon la place qu'ils occupent dans la hiérarchie économique, justement. Effectivement, dépendamment de la classe sociale à laquelle ils vont appartenir, ben, les individus vont avoir des idées différentes. Par exemple, croyez-le ou non, mais j'ai déjà été aider un de mes chums qui était moniteur dans un camp de jour. Puis dans son groupe d'enfants, c'était assez fascinant de voir à quel point les enfants se distinguaient les uns les autres, notamment de par la position ou la classe sociale à laquelle ils appartenaient. Il y avait notamment une petite fille qui venait d'un milieu très aisé, très riche, très bourgeois, qui arrivait toujours le midi avec sa giga glacière avec 1001 patentes dedans. Il y avait du stock à en pu finir, aurait pu passer la semaine au camp de jour, il n'y aurait pas eu aucun problème. Il y avait de la bouffe en masse là-dedans. Et ce qui était quand même intéressant, c'est que la petite fille, malgré le fait qu'elle avait beaucoup trop de nourriture juste pour elle, elle refusait quand même systématiquement, catégoriquement, de partager sa nourriture avec ses camarades. Elle n'en donnait à personne, elle le gardait pour elle-même. Et inversement, il y avait une autre petite fille qui, elle, venait visiblement d'un milieu beaucoup plus modeste, donc avec un lunch le midi pas mal plus modeste aussi, et pourtant, malgré le fait qu'elle n'avait pas nécessairement beaucoup de choses, elle partageait systématiquement sa nourriture avec le reste de ses camarades. Elle coopérait et donc était beaucoup plus généreuse avec les autres, malgré le fait qu'elle avait beaucoup moins de choses que l'autre petite fille en question. Comment on explique ça? Ben, si on en suit la théorie du matérialisme historique de Marx, ben, ça fait tout à fait du sens, parce que la personne, selon la classe sociale à laquelle elle appartient, ben, elle va être éduquée d'une certaine manière, avec certaines valeurs, et une autre personne dans une classe sociale différente sera éduquée tout à fait autrement. La petite fille un petit peu plus riche de milieu, un petit peu plus aisée, est probablement plus individualiste un peu. Ainsi, elle voit quelque chose comme sa propriété comme appartement uniquement à elle-même, comparativement à l'autre petite fille qui vient d'un milieu plus modeste, qui a donc probablement été amenée dans sa vie à devoir partager davantage avec les autres et qui de fait est plus généreuse avec ses camarades malgré le fait qu'elle possède beaucoup moins de matériel, de ressources que l'autre. Donc, le matérialisme historique explique même des différences individuelles qui existent entre les êtres humains. Bref, on comprend très bien la théorie de Marx, c'est-à-dire que l'infrastructure économique va déterminer la superstructure culturelle de toute société. Mais maintenant, comment expliquer que les sociétés changent, évoluent? Parce qu'évidemment, il y a une différence entre le féodalisme du Moyen Âge et le capitalisme hyper-industriel qu'on connaît aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique ce changement-là? Ben, si on en suit sa théorie, Marx va nous dire que si l'infrastructure économique d'une société change, eh bien, la superstructure culturelle de cette société-là va changer aussi. Donc, si on mobilise un nouveau mode de production économique, ben, dès lors, on va avoir une nouvelle culture qui va jaillir au sein de cette société-là.
Et dès lors, qu'est-ce qui permet la transformation de l'infrastructure économique, c'est-à-dire qu'est-ce qui produit le changement social? Eh bien, selon Marx, c'est une chose, la lutte de classe. En effet, toutes les sociétés dans l'histoire ont évolué des suites d'un conflit entre deux classes sociales qui se font la lutte pour devenir les propriétaires, pour pouvoir s'accaparer les moyens de production. Cette lutte de classe dans l'histoire se fait donc toujours entre deux clans. Ceux qui possèdent les moyens de production, donc ceux qui contrôlent l'économie, et ceux qui ne possèdent pas les moyens de production, mais qui, au contraire, vendent leur force de travail. Ceux qui sont les déshérités, ceux qui n'ont pas le contrôle sur l'économie, mais sont obligés de vendre leur force de travail pour pouvoir survivre. Au 18e siècle, durant la Révolution française, la lutte de classe qui existait à l'époque, c'était une lutte, un conflit qui opposait d'un côté l'aristocratie, donc les seigneurs, à la classe bourgeoise, c'est-à-dire la nouvelle classe de marchands qui s'était constituée. On connaît l'issue de la Révolution française, ce sont les bourgeois qui ont gagné et qui ont donc instauré un nouveau système économique qu'on appellera le capitalisme. Dans le système capitaliste d'aujourd'hui, les deux classes qui s'opposent selon Marx sont d'un côté les capitalistes, ou qu'on appellera aussi les bourgeois, ceux qui possèdent les moyens de production, c'est-à-dire ceux qui possèdent les usines, les entreprises, les moyens de produire dans l'économie sociale, et de l'autre côté, les prolétaires, c'est-à-dire ceux qui vendent leur force de production en échange d'un salaire. Grosso modo, nous sommes, selon Marx, donc, dans une situation où la lutte oppose d'un côté les patrons et de l'autre les employés. Cette lutte de classe qui a lieu à tout moment de l'histoire constituera donc ce que Marx appellera le moteur historique, c'est-à-dire le moteur de l'histoire, c'est-à-dire ce qui explique tout changement social dans l'histoire de l'humanité. Et ce qui est particulier avec notre époque actuellement, c'est que dans le régime capitaliste tel qu'on le connaît aujourd'hui, ce type de régime économique-là est la phase finale qui nous permettra de sortir de la préhistoire pour advenir à la véritable histoire de l'humanité selon Marx. En effet, le conflit qui oppose les bourgeois d'un côté et les prolétaires de l'autre dans le capitalisme actuel est la phase finale qui mènera au véritable début de l'humanité, selon Marx. C'est-à-dire d'un état où est-ce que l'humanité pourra véritablement jouir pleinement de ce qu'elle est et qui mènera donc à un état social plus équilibré, plus harmonieux. Ce type de société idéale-là qu'envisage Marx, c'est ce qu'on appellera la société communiste. L'idée, selon Marx, c'est donc de dire que les prolétaires devront s'unir, se solidariser pour pouvoir mettre un terme à la propriété privée des moyens de production. Donc, renverser, autrement dit, la classe bourgeoise qui possède les moyens de production afin d'établir une nouvelle société où est-ce que les moyens de production seront collectivisés, c'est-à-dire appartiendront à tous les travailleurs qui y travaillent. Il est vraiment hyper intéressant de noter que cette fameuse théorie de la lutte de classe comme moteur de l'histoire chez Marx trouve un écho particulièrement éloquent dans les manifestations contre le racisme qu'on voit aujourd'hui. Marx était en effet l'un des premiers à dire que l'esclavagisme est l'une des pratiques économiques qui est à l'origine même de l'avènement du capitalisme, le régime économique tel qu'on le connaît aujourd'hui. En effet, grâce au racisme, la classe bourgeoise dominante pouvait déshumaniser des individus humains en les réduisant au rang d'esclaves et donc utiliser une main-d'œuvre qui ne coûtait absolument rien pour générer le plus de capital et produire au maximum. Ainsi, l'accumulation virtuellement infinie du capital reposait sur le fait que l'on a déshumanisé certaines personnes, notamment certains Africains qu'on a déportés de leur pays pour venir les faire travailler dans les colonies. Et ce capitalisme-là a donc profité de la situation du colonialisme et aussi du racisme pour pouvoir asseoir son expansion. Et même encore aujourd'hui, il ne faut donc pas s'étonner si aux États-Unis, la classe afro-américaine est l'une des classes les plus opprimées dans toute la société. Pourquoi? Parce que le système dominant, c'est-à-dire les bourgeois,
tire tout à fait profit du fait que ce type de population-là soit ostracisée et soit appauvrie. Lorsque l'on constate que le revenu médian d'une maisonnée d'Afro-Américains est 60% plus bas que celui d'une maisonnée d'Américains blancs, on peut constater très rapidement qu'il y a certaines catégories de personnes dans la société américaine qui sont au service d'une classe dirigeante, d'une classe bourgeoise qui contrôle l'économie, contrôle la culture dominante et qui aussi tire profit du fait qu'il y existe un tel cheap labor dans la société pour générer davantage de capital. Ajoutez à cela que le taux de chômage chez les Afro-Américains est 2 fois plus élevé que chez les Américains blancs, que le quart de ces mêmes Afro-Américains vivent dans des conditions de pauvreté extrême et qu'en plus, ils ont 6 fois plus de chances de se faire incarcérer par la police qu'un Américain blanc. Et vous avez là un cocktail explosif et une démonstration exemplaire de ce qu'est une lutte de classe. La classe bourgeoise, la classe capitaliste tire évidemment profit de ce racisme ambiant-là. Il faut comprendre que le racisme est une manière très efficace pour diviser la classe prolétaire. Alors que les prolétaires qui vivent les mêmes situations d'exploitation devraient plutôt coopérer entre eux pour renverser un système qui les opprime, eh bien le racisme permet de semer la dissension, la zizanie entre ces mêmes prolétaires qui partagent pourtant des intérêts de classe. Il faut donc comprendre que la lutte contre l'exploitation capitaliste et la lutte contre le racisme sont des luttes qui vont de pair selon la philosophie de Marx. Les deux visent effectivement à la réalisation d'une société plus juste et plus égalitaire. Mais si jusqu'ici on comprend très bien comment sont constituées nos sociétés et qu'est-ce qui provoque le changement social selon Marx, il apparaît maintenant nécessaire de se concentrer un petit peu plus sur le problème du capitalisme. Qu'est-ce que le capitalisme et quel est son problème exactement? Donc, tel que mentionné un peu plus tôt, le capitalisme, c'est un régime économique qui est fondé sur la propriété privée des moyens de production. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut essentiellement dire qu'on vit dans un régime où les entreprises et les usines sont généralement possédées par un individu ou un petit groupe d'individus. Ce type de régime économique-là est fondé sur 3 éléments fondamentaux. D'abord, dans un régime capitaliste, le but de ceux qui possèdent les moyens de production, c'est la recherche du profit. Le but d'une entreprise ou d'une usine, c'est toujours de générer un maximum de profit possible. Qu'est-ce que c'est exactement le profit? C'est simple, c'est la différence entre la somme totale des revenus et les coûts de production. C'est donc pas pour rien que la plupart des grandes entreprises ou des grandes multinationales vont tout faire pour minimiser les coûts de production, soit en baissant les salaires ou en baissant la qualité du produit, pour générer plus de profit pour leurs actionnaires. Deuxième élément fondamental, le salariat. C'est-à-dire que le capitalisme repose sur l'exploitation du travail des autres. Effectivement, comment est-ce qu'on crée de la valeur? Comment est-ce qu'on crée des profits dans un régime capitaliste? C'est en amenant quelqu'un d'autre à travailler à notre place. Donc, si moi je suis propriétaire, je vais embaucher quelqu'un pour qu'il travaille à ma place, créer de la valeur à ma place, et ensuite, à partir de son travail, je vais être capable de générer une valeur, un profit que je vais m'accaparer. Le salariat, c'est donc le fait de vendre sa force de travail en échange d'un salaire. Le salariat, c'est probablement votre réalité quand vous allez travailler à votre petit job la fin de semaine. Quand vous allez travailler dans une entreprise ou dans une usine, on vous donne un salaire, on vous donne de l'argent en échange du travail que vous effectuez. Donc, ça veut donc dire que dans un système capitaliste, vous ne travaillez pas nécessairement pour vous réaliser l'ensemble de vos compétences ou vos potentialités naturelles, mais parce que vous avez besoin d'un salaire pour survivre. C'est ce qu'on appelle le salariat. Et finalement, troisième principe fondamental, la division sociale du travail. En effet, pour maximiser la productivité, le capitalisme va s'appuyer beaucoup sur le processus de décomposition de la production en tâches élémentaires. Donc, pour qu'une entreprise produise davantage, on va simplement assigner un individu pour chaque petite tâche spécialisée
standardisé. C'est un processus que l'on appelle le Fordisme. Qu'est-ce que c'est exactement que le Fordisme? C'est ce processus de production qui a été mis en place par le fameux Henry Ford, le constructeur automobile très connu. C'est l'image de la fameuse chaîne de montage. Pensez à une chaîne de montage automobile, par exemple, où les ouvriers vont effectuer une seule tâche standardisée, élémentaire, qu'ils vont reproduire à longueur de journée. Si par exemple la job d'un ouvrier, c'est de visser tel type de vis sur telle partie de l'automobile, il va passer la journée au complet à visser exactement le même type de vis sur le même type de partie d'automobile, et ce, dans un nombre incalculable de cas. Mais dès lors, on peut déjà voir pourquoi le capitalisme, qui s'appuie sur la recherche du profit, le salariat et la division sociale du travail, peut causer problème dans la vision de Marx. En effet, pour notre auteur d'aujourd'hui, le problème du capitalisme, c'est qu'il génère l'aliénation par le travail. Holy shit, qu'est-ce que c'est ça? En effet, le problème dans le régime capitalisme, selon Marx, c'est que le travail n'est plus un mode de réalisation de soi, mais il devient une négation de soi. Il devient une activité par laquelle l'ouvrier ne réalise pas ses potentialités naturelles, mais il devient plutôt étranger à lui-même. Donc le travail qui normalement devrait nous permettre de réaliser notre humanité comme on l'a vu au début du cours, dans le régime capitaliste, ce travail-là devient quelque chose d'aliénant, quelque chose qui nous amène à nous aveugler, quelque chose qui nous amène à devenir étrangers à nous-mêmes. Et Marx va nous dire que le travail devient aliénant dans le capitalisme pour 3 raisons. La première raison est liée à cette fameuse division du travail dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, dans le capitalisme, je vous le rappelle, les individus sont confinés à une tâche spécifique, élémentaire. C'est ce fameux travailleur d'usine qui, toute la journée, appuie sur le même bouton et ne fait rien d'autre qu'appuyer sur ce même bouton-là. Et ça, c'est problématique pour Marx, parce que dans le capitalisme, le travail devient aliénant dans la mesure où il ne permet pas à l'individu de réaliser l'ensemble de ses potentialités naturelles. Par exemple, vous avez peut-être d'excellentes compétences en biochimie et vous feriez probablement une très bonne ou un très bon biochimiste. Sauf si vous passez toute votre journée à travailler dans une usine, à appuyer sur un bouton à longueur de journée. Donc, en répétant la même tâche, la même action standardisée pendant des heures et des heures, allez-vous devenir un bon biochimiste? Absolument pas. Vous ne réaliserez aucunement cette potentialité naturelle qui gît en vous. Vous allez simplement reproduire la même tâche mécanique et standardisée au détriment de toutes ces autres capacités que vous pourriez normalement actualiser et favoriser. Bref, la division du travail en vous confinant dans une tâche élémentaire et standardisée vous empêche de réaliser l'ensemble de vos capacités. C'est pas pour rien que les gens qui travaillent souvent dans des emplois qui sont sous-payés ou qui ont à faire des tâches très élémentaires et standardisées et répéter ces tâches-là à longueur de journée vont souvent se sentir aliénés, c'est-à-dire vont souvent se sentir fatigués par leur travail et vont avoir de la difficulté justement à s'accomplir dans leur travail. Ils aimeraient probablement pas mal plus faire autre chose, aller faire du sport, faire de l'art ou à tout le moins faire une activité dans laquelle ils peuvent s'accomplir. Deuxièmement, le travail dans le régime capitaliste devient aliénant. Pourquoi selon Marx? Parce que l'individu dans une société capitaliste ne travaille plus pour le plaisir, mais plutôt pour le salaire. Yes sir, money rain, money rain! Puis tu sais, entre vous pis moi, il y a quand même une grosse part de vérité là-dedans. Si je devais scruter l'intériorité de certains étudiants pour savoir pourquoi ils étudient dans un domaine donné, je serais pas surpris d'apprendre puis de constater qu'il y en a plusieurs qui choisissent leur domaine d'études en fonction du salaire que la job pourrait leur apporter. C'est fucking triste, mais c'est la réalité. Plusieurs gens font des choix de carrière en fonction du salaire plutôt qu'en fonction de la nature de l'activité. Donc, ils vont s'engager dans une profession, pas parce que ça les passionne, mais parce que ça paye bien tout simplement. Mais ça a des conséquences extrêmement négatives, nous dit Marx. Parce que dans le fond, ça fait en sorte que les gens vont travailler,
mais ils vont souvent travailler par obligation et non pas parce que ça leur tente. Puis même si vous aimez votre job, même si vous êtes passionné par ce que vous faites, il arrive toujours des moments où est-ce que des fois, vous vous sentez obligé d'aller travailler un peu. Comme si finalement, ça devenait une punition. Vous me croyez pas, vous dites « Oh non, moi, JP, ça m'arrive jamais. » Et pourtant, je vous gage 100 piastres que vous avez toutes et tous au moins une fois snoozé votre cadran lorsque venait le temps de vous lever le matin. Ben oui, ça nous arrive toutes de peser sur snooze au moins une fois dans notre vie, puis de se dire « Ah, mais semble aujourd'hui, je rentrerai pas à la job. » Donc, de se sentir un peu obligé d'aller travailler pour assurer sa survie, ben ça nous arrive toutes et tous à un moment donné, même dans une job qui nous passionne. C'est comme si notre travail devenait un fardeau, devenait une espèce de punition, mais qu'on était obligé de l'assumer pour pouvoir survivre. Et ça, pour Marx, c'est une démonstration exemplaire qui nous montre que le travail, sous le capitalisme, devient quelque chose d'aliénant. Ce n'est plus quelque chose qui nous amène à nous réaliser, mais ça devient un fardeau. Ça devient une punition. C'est quelque chose qui nous rend étrangers à nous-mêmes. Et troisième preuve qui nous démontre que le travail devient aliénant dans le régime capitaliste selon Marx, c'est que le produit du travail de l'individu ne lui appartient plus, mais appartient plutôt aux propriétaires des moyens de production. En effet, je vous ai dit au début du cours que l'individu se réalisait par son travail. Et Marx va même ajouter quelque chose d'autre. Il va dire que non seulement il se réalise par son travail, mais ce qu'il crée dans le cadre de son travail devient en quelque sorte le prolongement de son humanité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que dans le fond, si par exemple vous vous réalisez en tant qu'artiste en faisant de la musique, ben votre chanson que vous créez, que vous produisez, ben Marx nous dit c'est un peu le prolongement de ce que vous êtes. Là-dedans, dans cette chanson-là, vous avez mis une part de vous-même. Et c'est la même chose dans tous les autres travaux. Donc, par exemple, si vous êtes un menuisier et que vous produisez une chaise, ben Marx nous dit que dans cette chaise-là, il y a une part de ce que vous êtes. C'est un peu le prolongement de votre humanité. Mais dès lors, le problème dans le travail capitaliste, c'est que ce que vous produisez dans une entreprise ou une usine aujourd'hui, ça ne vous appartient plus. Si vous travaillez dans une usine de beignes, ben le beigne que vous fabriquez, que vous faites cuire, donc que vous façonnez de vos mains, malheureusement, il ne vous appartient plus. Au contraire, le propriétaire de l'entreprise va vous couper du fruit de votre travail. Et ça va de soi parce que dans un régime capitaliste, ben tout ce qui est produit par l'entreprise appartient de facto au propriétaire de l'entreprise et non pas au travailleur qui produit cette chose-là. Résultat, travailler dans un cadre capitaliste, ça consiste juste à produire des choses qui nous sont étrangères, qui ne nous appartiennent pas. Un peu comme si le propriétaire des moyens de production nous coupait de notre propre humanité. Un des bons exemples de ça, c'est ce qui se passe en matière de droit d'auteur dans le domaine de la musique. À l'ère des plateformes numériques, il est de plus en plus difficile pour des artistes, pour des musiciens, d'être suffisamment payés pour les œuvres qu'ils diffusent sur des grandes plateformes numériques. Par exemple, un artiste sur Spotify va recevoir une très maigre part finalement des revenus et des profits qui sont générés par Spotify. Et pourtant, Spotify fait ses profits et capitalise sur le travail de quelqu'un d'autre. Ici, on a un bel exemple comme quoi les artistes sont coupés du fruit de leur travail, leurs chansons ne devenant qu'une espèce de manière pour une grande entreprise de générer un maximum de profit et eux-mêmes ne recevant qu'une très maigre part de ce fameux profit-là. Ah non! Vous n'aurez pas d'augmentation de salaire! Vous travaillez pour moi! Ah, c'est moi le boss! Arrêtez de chier sur mon perron et de pisser partout! C'est ce qui amène donc Marx à faire un constat radical. Les travailleurs sont exploités. En effet, le grand problème général du capitalisme, c'est que les travailleurs sont exploités. C'est-à-dire que la richesse, qui est le produit du travail des ouvriers eux-mêmes, est en fait confinée, concentrée dans les mains d'une minorité d'individus, c'est-à-dire ceux qui possèdent les moyens de production.
En effet, si vous travaillez dans une usine d'automobile, ben c'est votre travail qui permet de construire des automobiles et qui vont donc permettre aux propriétaires de l'entreprise de faire des profits avec la vente de ces automobiles-là. Mais pourtant, la grande et la vaste majorité de ces richesses-là qui font suite à la vente des produits que vous avez fabriqués ne vous est pas redistribuée. La richesse, elle est concentrée uniquement et simplement dans les mains du propriétaire, c'est-à-dire celui qui possède les moyens de production, celui qui possède l'entreprise. Or, c'est une aberration pour Marx, parce que la richesse, c'est toujours le résultat d'un travail social, c'est toujours le résultat des travailleurs eux-mêmes qui façonnent ces objets-là et qui créent de la valeur. C'est donc un problème majeur pour Marx. Le capitalisme, ce n'est rien d'autre que l'exploitation du travail des autres. Il faudrait donc imaginer un système où ceux qui produisent de la valeur, ceux qui produisent de la richesse, est ce qui leur est dû. Donc, comment mettre fin à l'exploitation des travailleurs? Comment mettre fin à ce régime capitaliste tyrannique selon Marx? Eh bien, la réponse est simple, il faut faire la révolution. Mort aux exploiteurs! En effet, comme je le disais, Marx ne se contente pas d'analyser le capitalisme, il cherche aussi à le renverser. Et c'est pourquoi il dira que la classe prolétaire, elle est appelée à renverser le contrôle par les bourgeois des moyens de production pour s'accaparer elle-même ces moyens de production-là. Le but étant de socialiser, collectiviser ces moyens de production-là. Les prolétaires, les ouvriers, dans la vision de Marx, sont donc invités à prendre d'assaut les entreprises, prendre d'assaut les bourgeois pour se réapproprier les moyens de production, c'est-à-dire les entreprises et les usines. Le but est que les prolétaires puissent diriger, organiser, administrer eux-mêmes les usines et les entreprises et ainsi redistribuer équitablement la richesse qui est produite par ces entreprises-là. Mais là, il y a un problème avec tout ça. Si un beau matin, vous allez voir votre patron à votre job, puis que vous lui dites « Boss, c'est terminé, on prend contrôle de l'usine, tu t'en vas, on va s'en occuper de l'entreprise, puis on va redistribuer équitablement la richesse puis les profits de l'entreprise entre nous autres. » Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Ah ben oui, il y a de fortes chances que votre boss vous rie en pleine face, puis probablement vous crisse à la porte aussi. Il va peut-être même ajouter « C'est pas grave, tu peux sacrer ton camp, j'ai pas besoin de toi, il y en a 10 autres qui attendent juste ça que de prendre ta place. » C'est donc pour ça que Marx va nous dire que cette révolution-là, qui visera à renverser le capitalisme et donc se réapproprier les moyens de production, ne pourra être autrement qu'une révolution par la violence. En effet, il y a juste la force des armes, selon Marx, qui va pouvoir véritablement convaincre les bourgeois de céder les moyens de production aux prolétaires. Et ça va de soi, ils vont chercher à défendre par tous les moyens possibles leur propriété. Et c'est donc pas pour rien non plus que dans l'histoire, la plupart des grandes révolutions se font dans le sang. La Révolution française en est un excellent exemple. Il n'y a pas de transformation sociale radicale, selon Marx, sans une certaine violence, donc sans un certain rapport de force qui doit s'établir entre l'un ou l'autre, finalement, des partis. Mais attention, Marx n'est pas en train de dire qu'il faut créer des goulags ou créer des grands camps de concentration et éliminer tous les bourgeois. Ça, il faut faire attention, Marx ne dira pas ça, mais il dira cependant que probablement que armer les prolétaires, ce sera nécessaire parce qu'il y a tout à parier que les bourgeois ne voudront pas céder les moyens de production. Or, cette grande révolution-là, nous dit Marx, doit mener à l'établissement d'une société idéale. C'est ce qu'on va appeler le communisme. Qu'est-ce que c'est exactement qu'une société communiste? Eh bien, pour Marx, une société communiste, c'est une société sans classe sociale, sans État et sans argent. Effectivement, une société communiste, c'est d'abord caractérisé par l'abolition de la propriété privée des moyens de production. Mais là, faites attention, là. Quand on dit abolition de la propriété privée, là, souvent, il y a des gens qui font dire à Marx que dans le fond, là, il y a quelqu'un qui va débarquer chez vous puis qui va vous voler votre collection de disques de Justin Bieber. Mais c'est pas ça pantoute que Marx dit. Quand Marx parle de propriété privée, je vous le rappelle, il parle de propriété privée des
moyens de production, donc des usines, des entreprises, etc. Donc Marx ne parle pas ici de la petite possession individuelle. Il n'y a personne qui va débarquer chez vous pour vous voler votre collection de vinyles ou pour vous voler votre collection de vieux cactus. Pas toutes! Ce sont les moyens de production qui intéressent Marx. Ce qui est important, c'est que les travailleurs prennent ensemble en charge les entreprises et les usines dans lesquelles ils travaillent pour redistribuer équitablement la richesse entre eux. Qui plus est, dans une société communiste selon Marx, il n'y aura ni argent ni commerce. En effet, ça peut paraître un petit peu particulier parce qu'on est tellement habitué à fonctionner dans un système où l'argent ou la monnaie, c'est la médiation par excellence entre tout ce que l'on fait, que dans le fond, pour Marx, finalement, une société sans argent et sans monnaie, c'est une société qui serait plutôt basée sur un principe particulier. Ce principe-là, c'est le principe de gratuité. En effet, l'économie d'une société communiste, selon Marx, ne doit plus être orientée vers le profit, mais plutôt vers la satisfaction des besoins de l'individu. La règle de base d'une société communiste doit donc être de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Ce qui veut donc dire que chaque individu contribue à la société selon ses capacités, selon ses aptitudes naturelles, selon ce qu'il est capable de faire et reçoit en fonction de ses besoins. Donc, c'est un peu le même principe que celui du troc, un peu le même principe que ce dont je vous parlais en début de cours, c'est-à-dire que mon travail permettra de combler le besoin de quelqu'un d'autre et le travail de quelqu'un d'autre permettra de combler mon propre besoin. Et nul besoin d'argent ou de monnaie pour effectuer cette médiation-là. Et s'il y avait un problème majeur dans une transaction ou un échange selon Marx, ben c'est simple, on règle le problème comment? Par la démocratie directe. La communauté se prononce justement sur ce litige-là et tranche la question. Et finalement, dans une société communiste, on assurera la suppression des classes sociales, mais aussi de l'État. En effet, pour Marx, l'État, le gouvernement, ce n'est rien d'autre qu'une instance par laquelle une classe sociale assoit sa domination sur une autre. Il faudra donc mettre un terme à l'État, le supprimer, l'éradiquer, pour faire en sorte que la cité, la société, soit gouvernée par les individus eux-mêmes, par la démocratie directe. On veut donc substituer à un gouvernement dominant qui dicte aux autres comment agir, une société directe, où est-ce que ce sont les citoyens eux-mêmes qui votent et exécutent les lois auxquelles ils sont soumis. Il y a donc disparition totale de toute forme de hiérarchie sociale dans une société communiste. Les individus sont libres et fondamentalement égaux et s'assurent d'établir eux-mêmes les lois auxquelles ils devront se soumettre. C'est donc un idéal de démocratie directe au sens le plus pur du terme. En somme, l'idéal communiste de Marx est très simple. C'est une société sans classe, sans État, sans argent et où prévaut la propriété collective des moyens de production. C'est-à-dire que ce sont les travailleurs eux-mêmes qui administrent et gèrent les entreprises au sein desquelles ils travaillent. Mon petit Christ de professeur de gauche! Le communiste, ça fait des millions de morts! C'est des dictatures! C'est Mario Dumont qui l'a dit à TV! C'est vrai que ce qu'on appelle le communisme dans l'histoire, c'est extrêmement éloigné de l'idéal communiste de Marx que je viens de vous présenter. Il y a effectivement plusieurs types de gouvernements dans l'histoire qui se sont revendiqués de Marx et qui se sont appelés communistes, mais qui dans le fond n'avaient rien à voir avec ce que Marx préconisait. On peut effectivement penser à la Chine maoïste ou on peut penser à l'Union soviétique. Dans tous les cas, ces gouvernements-là ne correspondent en rien à ce que Marx appelait une société communiste. Mais il est où le problème d'abord? Où est-ce que ça a chié exactement? Ben, le problème est en partie à trouver dans les 3 étapes que Marx prévoit pour supprimer l'État capitaliste. En effet, pour passer d'une société capitaliste à une société communiste, Marx identifie 3 étapes fondamentales par lesquelles on doit nécessairement passer. La première étape, c'est la prise de pouvoir par le prolétariat, ce moment où les ouvriers prennent les armes et se réapproprient les moyens de production. Donc ici, on chasse les bourgeois et on fait sien les moyens de production. La 3e étape, c'est évidemment la réalisation de la société communiste, cette fameuse société sans classe, sans État, sans argent. Cependant, entre la première et la 3e étape,
il y a une étape intermédiaire que Marx appelle la dictature du prolétariat. En effet, Marx nous dit qu'entre la révolution et la réalisation du communisme, il doit y avoir une espèce de période de transition qu'il appelle la dictature du prolétariat. Et c'est peut-être justement là que le problème va se poser lorsque va venir le temps de parler du communisme dans l'histoire, le communisme historique tel qu'il s'est effectivement réalisé. Cette période de transition, nous dit Marx, c'est une période durant laquelle les prolétaires devront temporairement constituer un parti composé de prolétaires qui aura pour devoir et pour tâche de supprimer les classes sociales et de supprimer l'État. Ce parti unique-là devra donc constituer une dictature prolétarienne qui aura pour travail de réaliser la société communiste, la société sans classe et sans État. Sauf qu'on voit très bien ce qui s'est passé concrètement dans l'histoire. Les gens qui ont fait la révolution et qui ont chassé les bourgeois du pouvoir se sont accaparés l'État, se sont accaparés le gouvernement, ont formé un parti unique et ont décidé de conserver le pouvoir. Parce qu'effectivement, ce que Marx demandait à cette fameuse dictature du prolétariat-là, c'était en fait de mettre un terme à son propre pouvoir, de dissoudre l'État, donc de dissoudre le mécanisme par lequel le parti avait un pouvoir sur le reste de la population. L'être humain étant ce qu'il est, les gens un peu plus assoiffés de pouvoir ont décidé par tous les moyens possibles de rester au pouvoir. C'est ce qui va notamment amener la création de la fameuse bureaucratie rouge durant l'Union soviétique. Donc ces fonctionnaires, ces apparatchiks extrêmement puissants qui vont chercher par tous les moyens possibles à préserver leur pouvoir plutôt que de dissoudre l'État comme Marx l'aurait prévu. Ainsi, on se rend compte que dans l'histoire, la plupart des grands gouvernements qui se sont revendiqués du communisme sont en fait restés à cette fameuse étape de la dictature du prolétariat. Ce qui en dit là aussi sur leurs ambitions puis sur les raisons réelles de leur acte révolutionnaire. Souvent, il s'agit de gens qui voulaient simplement diriger de manière totalitaire des États et non pas réaliser une société plus égalitaire pour tous. Donc, c'est pour cela que la plupart de ces gouvernements-là qui se disent communistes sont en tout point étrangers à la théorie puis à l'idéal politique de Marx. Il faut donc jamais confondre le communisme historique de ces gouvernements-là avec le communisme idéal, le communisme en tant que réalisation de l'humanité chez Marx. Marx, à son époque, se brouillera d'ailleurs énormément avec la mouvance anarchiste. Les anarchistes reprocheront à Marx justement cette fameuse période transitoire, cette fameuse période de la dictature du prolétariat. Parce que ce qu'on dit, c'est que dès lors qu'on met une classe au pouvoir de manière unilatérale, qu'elle soit prolétaire ou qu'elle soit bourgeoise, cette classe-là va chercher à garder le pouvoir et va donc reproduire l'oppression qu'elle cherchait au départ à anéantir. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire. Les anarchistes avaient raison. Mais ce qu'il faut retenir de cette fameuse théorie de la révolution chez Marx, c'est essentiellement qu'elle laisse transparaître l'opinion de Marx sur la question de la liberté. On l'a clairement vu au début du cours, Marx nous dit que dans le fond, nous sommes déterminés par les structures sociales en place. Donc nous sommes dominés par notre place au sein du régime économique, c'est-à-dire que les idées que l'on va avoir, les manières de se comporter vont être en quelque sorte dictées par le système économique dominant ou la classe sociale à laquelle on va appartenir. Mais d'autre part, Marx, par sa théorie de la révolution, semble ménager un espace à la liberté. En effet, selon lui, on ne serait pas totalement déterminé par nos sociétés. On aurait aussi la capacité de changer la société, donc de s'affranchir de ces déterminismes sociaux-là qui nous oppriment. Et cette liberté-là s'exprime comment chez Marx? Elle s'exprime par la révolution. Durant cette fameuse lutte de classe où le prolétaire cherche à se libérer de la sujétion à l'égard du bourgeois, il va réaliser un acte libre. Il va réaliser cette fameuse liberté qu'il a de s'affranchir, de se sauver, de se libérer du déterminisme social ambiant, celui
du capitalisme hyper-industriel. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir que Marx, contrairement aux autres auteurs qu'on a vus depuis le début du cours qui disaient qu'on était soit complètement libre ou soit complètement déterminé, Marx, lui, va plutôt avoir une espèce de position intermédiaire. Oui, on est déterminé par la structure économique de notre société, mais d'autre part, nous avons la capacité, la liberté de nous en affranchir dans l'acte révolutionnaire. Donc, nous serions à la fois déterminés, mais à la fois libres. C'est donc super intéressant de voir comment Marx concilie l'idée de déterminisme avec celle de liberté. C'est ce qui met fin à notre séance d'aujourd'hui, les amis. J'ose espérer que vous avez trouvé ça intéressant et que cette théorie-là vous aidera à mieux comprendre les enjeux politiques que l'on vit actuellement. Il y a quelque chose de très intéressant dans l'œuvre de Marx qui nous permet de comprendre le monde dans lequel on vit. Je vous invite donc à lire le texte obligatoire de la séance d'aujourd'hui, qui est un extrait du manifeste du Parti communiste écrit par Karl Marx et Friedrich Engels. J'ose espérer que ça fera naître en vous de nouvelles potentialités révolutionnaires et que ça nourrira votre envie de garocher des cocktails Molotov sur des chars de police. Sur ce, je vous souhaite donc une excellente soirée, mais surtout, sombrez dans le vice, l'excès et le rock'n'roll. Brûlez tout! Salut!